je dirais, une redécouverte du passé indien de l'Uruguay, ou même une redécouverte du passé afro-descendant de l'Uruguay, parce qu'évidemment l'Uruguay n'a pas été une zone massive de traite négrière pendant la période coloniale. On sait pourquoi, hein, comme l'Argentine, c'était pas des espaces stratégiques de l'économie coloniale, contrairement au Mexique, contrairement à Cuba, contrairement à la Colombie, par exemple, mais il y a quand même eu des dynamiques de traite qui passaient par le Brésil notamment. Alors ce pays, qui s'est souvent défini comme le plus européen des pays d'Amérique latine, aujourd'hui, il tend quand même à redécouvrir ce passé, comme on l'observe en Argentine, par exemple, ou pas du tout? Oui, oui, il y a même une revendication de ce passé, mais encore une fois, c'est un point commun avec l'Amérique latine et une petite exception, parce que une différence concernant les peuples amérindiens, c'est que les Charruas ont été quasiment exterminés, c'est-à-dire que tous les individus n'ont pas été tués, il y en a qui sont restés, donc il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent se revendiquer des descendants de ces peuples, mais le peuple en tant que tel n'existait pas, il n'y a pas une masse des gens qui gardent un folklore, une culture, etc., comme dans les autres pays d'Amérique latine. Et donc cette revendication est la revendication d'un passé. Mais il n'y a pas un présent invisible du côté des Indiens, parce qu'ils étaient d'une part faibles, disons, c'était une société nomade, ça vient d'être dit, et donc c'était une société qui était mal armée pour résister, disons, à la colonisation. Par contre, pour la population d'origine africaine, elle est présente dans la vie, dans la société, dans la culture. Le candombe et les tambours qu'on a écoutés hier, par exemple, c'est une musique, un rythme qui vient et qui est très important, il y a un présent de ce passé, et ce passé est présent et vivant en Uruguay. C'est l'inverse en Argentine, on peut dire. Les Argentins, le passé noir n'est plus présent, sauf comme une mémoire, justement. Et en Uruguay, mais les Indiens sont nombreux, les gens de différentes cultures amérindiennes sont nombreuses en Argentine. Voilà, il y a ce jeu comme ça un peu... On va évidemment beaucoup comparer l'Uruguay et l'Argentine, puisque au fond, ils sont... notamment Montevideo et Buenos Aires, on y reviendra de part et d'autre du Rio de la Plata. Valentina, tu voulais intervenir sur cette question-là? Permettrait par le jeune pays, la jeune république en fait, puisqu'il a eu lieu en 1831, ce génocide. C'est-à-dire c'est pas un génocide néocolonial, c'est la propre république uruguayenne orientale qui avait silencié ce passé. Et le livre de Tomás de Matos a eu beaucoup de succès parce qu'il y a eu un tirage de 30 000 exemplaires pour un pays où d'habitude il y a 1000 exemplaires qui se vendent, a eu beaucoup de succès et a été à la base de ce débat des années 86, donc, ou après la dictature des années 80, sur le passé et sur l'historiographie, revenir sur l'historiographie officielle qui avait caché ce passé. Et donc déconstruire ce mythe justement d'une classe homogène, d'une société homogène et blanche. Et le roman a provoqué un débat même au sein du Parlement. Donc la littérature avait quand même un rôle là-dedans très important. Je reviens, tu voulais intervenir, Florencia, là-dessus? Et pour répondre sur la question donc, du coup de la l'humanité, et je pense qu'il y a aussi cette population un peu dispersée dans les territoires et très vite exterminée des populations autochtones, a aussi en fait eu comme effet une plus faible implantation de la machine colonisatrice de l'Espagne catholique, en fait, qui a laissé la place d'une certaine manière à un projet modernisateur de l'Uruguay qui est à la base essentiellement laïque. Et donc en fait, et ça je dois relier sur cette exceptionnalité uruguayenne, je pense que là il y a une clé d'analyse dans cette sécularisation assez tôt. Alors ça, on va y venir après, mais je trouve l'idée intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, c'était une périphérie de l'Empire espagnol, et finalement la relativement faible présence de l'Espagne
et je dirais de tous ces dispositifs d'imposition coloniale dont le catholicisme serait l'un des facteurs, je dirais, de ce qu'est l'Uruguay contemporain. Ça, je vais y venir après. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, indépendamment de ce passé indien et même de ce passé afro-descendant lié à la traite et notamment au commerce dans le Rio de la Plata, c'est un pays, effectivement, qui a toujours véhiculé l'image, mais aussi auto-proclamé l'image d'être un pays européen, en quelque sorte. Donc, un pays blanc qui avait exterminé ses Indiens, fait finalement de descendants de colons espagnols, mais aussi et surtout peut-être un pays de très forte migration à la fin du 19e siècle. Alors là encore, très forte migration, ça veut dire quoi? On sait qu'il y a entre 1870 et 1914 12 millions d'Européens qui vont s'installer en Amérique latine. 80% de ces 12 millions, ils vont d'abord au Brésil et d'abord en Argentine. Donc les flux les plus importants entourent l'Uruguay en quelque sorte, mais ça a quand même été un pays très important. Alors elle venait d'où cette migration? C'est quoi les principaux pays qui sont concernés par ces flux qui transforment la société uruguayenne à la fin du 19e? Donc au début, on a vraiment le substrat colonial, donc espagnol, et comme tu disais Olivier, après avec l'indépendance, on va avoir des nouvelles vagues migratoires qui viennent d'Europe. Dans un premier temps, on va retrouver pas mal de Français, notamment aux alentours des années 1850, qui viennent notamment du sud-ouest pour le commerce de la laine, entre autres. Ces Français, du coup, comme je viens de le dire, ils viennent pour le commerce. Donc à partir du moment où la situation va se tendre avec les crises économiques de 1860-70, beaucoup vont revenir en France, vont rentrer parce que le commerce n'est plus rentable. Donc c'est pas une immigration, on va dire, durable, sauf bien sûr quelques personnes qui vont rester. Donc je pense à la famille peut-être Supervielle, je pense à ma famille, les Jalabert qui sont du sud-ouest aussi, il y en a un paquet. Mais voilà, on va dire c'est assez marginal, et il y a une surreprésentation française vraiment sur les années 1850 et peut-être début 60. Et à partir de là, c'est surtout l'Italie, à partir de 1870, notamment avec les guerres d'unification du royaume italien, qui vont arriver massivement. Donc là, ils sont en train de fuir la pauvreté. Hein. Donc ils viennent pas pour le commerce, ils viennent pour s'installer de manière pérenne. C'est les paysans du sud de l'Italie. C'est la même logique qu'on observe à Buenos Aires. On sait que Buenos Aires, 1914, la moitié de la ville parle italien, la moitié de la ville est italienne. Et là, on a exactement les mêmes flux de l'autre côté du Rio de la Plata. Et effectivement, cette immigration, c'est d'abord une immigration de petits paysans pauvres qui fuient la modernisation des campagnes européennes à la fin du 19e. Et qui va s'insérer dans quel tissu économique? Parce qu'au fond, c'est quoi l'économie uruguayenne au 19e siècle, très concrètement? Alors l'économie uruguayenne au 19e, ça reste l'économie ce qu'on appelle agropecuaria, donc agro-exportatrice. Le problème, c'est que c'est un pays assez réduit géographiquement, et les terres s'étaient réparties entre les premiers colons. Donc en fait, cette immigration italienne qui arrive, elle ne peut pas, comme elle l'a fait en Argentine, aller coloniser des espaces vides qui n'ont pas de propriétaires, et donc va se retrouver surtout entassée dans Montevideo et dans les alentours de Montevideo, la région de Canelones. On va voir se développer une petite production agricole, mais réduite, de fruits et légumes. Donc c'est vraiment une immigration qui va rester centrée sur la capitale, ce qui peut expliquer peut-être dès ce moment-là la taille, enfin l'hypercéphalie, on va dire, de l'Uruguay centrée sur Montevideo en termes de population. Il y a quasiment 50% en fait de la population uruguayenne au début du XXe siècle qui est à Montevideo. Alors dans cette peinture d'un pays européen dans le cône sud, il y a évidemment cette relation très particulière avec la France qui fait partie des clichés les plus communs sur l'Uruguay, mais qui renvoie également à une réalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement de cette francophilie uruguayenne? Est-ce qu'elle se démarque au fond de ce que l'on sait par ailleurs de tous les intellectuels latino-américains du 19e siècle et du début du 20e? Les Brésiliens aussi sont très francophiles, les Argentins également, les élites argentines parlent entre elles français à la fin du 19e pour se distinguer de la masse, etc. Alors est-ce qu'il y a véritablement dans cette relation franco-uruguayenne une spécificité par rapport à ce qu'on connaît en Amérique latine? Juste une petite anecdote à ce sujet-là. En 1915, pour marquer sa solidarité avec le combat entamé par la France, la brillante civilisation française, c'est pas moi qui dis, hein, c'est les sources de l'époque,
contre la barbarie allemande pendant la Première Guerre mondiale, l'Uruguay transforme provisoirement la date de sa fête nationale et décide que sa fête nationale sera le 14 juillet. Ce n'est pas rien quand même dans l'histoire d'un pays de transformer la date de sa fête nationale. Et c'est un signe fort de cette francophilie. Qui veut intervenir sur cette question? Oui, il y a effectivement, et encore une fois, dans ce jeu qu'on est en train de faire entre exceptions par rapport au reste de l'Amérique latine et points communs, une chose qu'il convient de savoir, c'est que, aussi comme l'Argentine, mais de manière peut-être un peu plus marquée, l'Uruguay développe une école publique très puissante et très tôt. Et cette école publique, qui est faite à la française, hein, comme une école laïque, publique, obligatoire et gratuite, etc., universelle, avec des principes universels, etc., joue un rôle fondamental de socialisation et dans le modèle d'éducation et le modèle français jusqu'à l'université. Hein, le baccalauréat, par exemple, à l'époque, est une institution très importante et très élitiste, comme en France, et l'enseignement de la langue française est très forte, très importante. Les gens apprennent à parler français. Encore une fois, pour donner un peu d'anecdote, ma mère, par exemple, qui a 85 ans aujourd'hui et qui est née dans une toute petite ville, qui a fait des études secondaires dans une toute petite ville de l'intérieur, elle parle français. Et le seul contact qu'elle a eu avec la langue de toute sa vie, c'est l'enseignement à l'école. Et elle parle français, sans jamais avoir vécu dans un pays francophone, ni avoir été en contact avec des familles francophones, mais là, cette mémoire de l'enseignement. Donc, il y a ce rôle de l'école, au-delà même de la relation avec la France, ou de la culture française, de la présence de la culture française en Uruguay, sera vraiment une donnée qui est fondamentale pour comprendre l'Uruguay. Et là, l'Uruguay, sauf de l'Argentine, peut-être, c'est un pays qui très tôt se distingue du reste de l'Amérique latine. À l'époque, l'analphabétisme était la norme en Amérique latine, jusqu'à bien rentrer le XXe siècle, que l'Uruguay comme l'Argentine vont éradiquer très vite. Donc ce rôle de l'école et d'avoir une citoyenneté lettrée, hein, fait que le contact avec la culture est différent que dans les autres pays d'Amérique latine, est moins folklorique et plus institutionnalisé, si je peux dire. Alors on va revenir au terme du progressisme uruguayen au travers de l'école et de la construction d'un État social, mais je reviens juste sur la question de la francophilie et du rapport à la France et à la langue française notamment. Simplement, ce que tu décris là, maintenant, c'est un peu du passé, puisque, sauf erreur de ma part, l'enseignement du français n'est plus obligatoire aujourd'hui comme il l'a été pendant un temps. Effectivement, c'est du passé, et il y a aujourd'hui, sauf des vieilles personnes comme ma mère, très peu de gens, comme on a entendu hier Luciano Supervielle parler français. Il y a très peu de francophones en Uruguay, ça s'est énormément réduit, oui. Donc ça veut dire que très concrètement, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'exception uruguayenne, l'américanisation culturelle et le développement de l'anglais comme seconde langue. L'anglais d'ailleurs ou le portugais, je pose la question, on parle beaucoup portugais parce que le voisin brésilien est très important, ou au fond c'est l'anglais maintenant qui s'impose comme partout, comme au Chili. Il reste qu'un seul pays en Amérique latine où l'enseignement du français reste obligatoire dans le secondaire, c'est le Costa Rica. Sinon, cette vieille tradition a complètement disparu. Donc, de ce point de vue-là, l'Uruguay, voilà, est aussi une victime de l'américanisation culturelle telle qu'on a pu l'observer tout au long du XXe siècle. C'est fini dans les années 90. Donc, c'est un phénomène très récent. Oui. Valentina, tu voulais... Donc, juste un exemple, en fait, la première revue littéraire d'échange, de vrais échanges littéraires et culturels entre l'Amérique latine et la France, on peut considérer que c'est la vraie, donc du vrai échange, c'est les Cahiers de la licorne qui ont vu le jour à Paris en 1947 et qui était donc le directeur le rédacteur en chef était Roger Caillois, et qui a publié Pollan, Éluard, Michaud et pareillement Borges, Felisberto Hernandez, donc qui a fait connaître en France des auteurs latino-américains, parfois pour la première fois.
Et toutes les revues qui existaient avant, au 19e siècle, au début du 20e, étaient plutôt des revues institutionnelles pour donner un prestige symbolique aux pays latino-américains, mais qui n'étaient pas vraiment d'échanges littéraires. Et donc cette revue qui a été fondée par Susana Soca à Paris, qui a été après refondée à Montevideo, dans les années 50, en fait, justement, je dirais que c'est les années 50 où il y a eu un changement de cap et que, notamment à partir de 53, avec le Moncada à Cuba et puis la crise économique et l'importance, donc la prise de conscience américaine qui considérait donc que la France était un passé et qu'il fallait vraiment se centrer maintenant en Amérique, aux problèmes. Et là, pour le coup, là encore, il n'y a pas d'exception uruguayenne. Cette émergence de ce qu'on appelle communément le nationalisme culturel, c'est-à-dire la volonté, au fond, d'inventer ou de fonder, de mettre en lumière une identité nationale, une identité culturelle, une identité esthétique, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays d'Amérique latine à partir des années 20 et jusqu'à la fin du XXe siècle. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les guerres mondiales ont joué un rôle très important dans la déconstruction de l'image de prestige de l'Europe en général et de la France en particulier. Oui, Olivier, juste pour un petit point sur peut-être... Parce que là, on est en train de dire, voilà, la francophilie est panaméricaine finalement, mais il y a quand même quelque chose, à mon avis, qui démarque l'Uruguay. Cette francophilie est très forte et il y a des explications historiques. On en parlait avant sur l'origine des migrations. Dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, il y a une surreprésentation française qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays d'Amérique latine. Et surtout, il faut aussi penser il y a eu un épisode en Uruguay qui s'appelle la Guerra Grande, la Grande Guerre, où la ville de Montevideo a été assiégée pendant 10 ans. C'est d'ailleurs Alexandre Dumas en France a écrit un bouquin qui s'appelle Montevideo, la nouvelle Troie. Et donc la ville de Montevideo était coupée du reste du pays et ne vivait qu'à travers ces échanges maritimes. Et notamment ces échanges étaient permis par la flotte française qui protégeait le port de Montevideo. Donc on avait à la fois une surreprésentation dans la population montevidéenne de Français et aussi une présence dans les échanges commerciaux, militaires, françaises sur place. Et donc là, on peut trouver peut-être les racines quand même d'une certaine exceptionnalité, même si la francophilie est finalement effectivement assez panaméricaine. Denis ? Il y a peut-être il y a un cliché qui est un cliché à l'intérieur de l'Uruguay, mais qui est aussi, comme tout ce dont on vient de parler, dont on est en train de parler, est aussi vrai. L'Uruguay à cette époque, et ça reste quand même une marque de fabrique, est divisé entre la ville et la campagne. C'est une division très forte. Donc cette guerre est un peu l'expression de cette division. Il y a un Uruguay rural qui assiège la ville-port, et cette ville-port, c'est ça la partie européenne quelque part de l'Uruguay, et c'est là que siège la francophilie. Dans cette partie de cet État qui veut être un État moderne, et donc qui se lie à la France, et l'Uruguay rural, d'une certaine manière, parce que ce sont des élites de propriétaires terriens qui contrôlent l'Uruguay de la province, est beaucoup plus porté vers l'Angleterre. Et donc il y a des élites des deux côtés qui se lient aux conflits internes, qui sont à la fois des conflits économiques et politiques, qui traversent l'histoire du 19e siècle et qui vont se prolonger après, pendant le 20e siècle et jusqu'aujourd'hui. Si on faisait par exemple une division gauche-droite dans l'Uruguay d'aujourd'hui, la gauche est beaucoup plus urbaine, beaucoup plus de la capitale que les partis traditionnels de droite, disons. Ça, c'est un élément important, je crois, que vous aurez l'occasion d'observer dans les films, pardon, je m'éloigne de l'enceinte, que vous aurez l'occasion d'observer dans beaucoup de films que vous verrez cette semaine, ce clivage ville-campagne, qui est effectivement une donnée beaucoup plus importante en Uruguay aujourd'hui que dans d'autres pays, qui n'a aucun autre équivalent en Amérique latine. Alors, que se passe-t-il concrètement? Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous résumer cet épisode des 2 premières décennies du XXe siècle, qui, à mon avis, est très important pour comprendre aujourd'hui le fait que l'Uruguay est le moins inégalitaire des pays d'Amérique latine?
Le grand sociologue de l'Amérique latine, Alain Touraine, dit dans un livre célèbre une phrase qui est peut-être un petit peu exagérée, mais aussi un petit peu vraie. Il dit: l'Uruguay invente dans ces décennies un modèle social de type sociodémocrate qui sera copié par la suite ou qui sera suivi par l'Autriche et les pays scandinaves. Effectivement, il y a toute une série de mesures dont on parle très tôt et toute une série de lois concernant notamment la condition ouvrière et la condition féminine qui arrivent très tôt dans le XXe siècle, dans les 2 décennies. Le vote féminin aussi un petit peu plus tard, et qui sont des lois très protectrices. Et comme cet État se bâtit d'une manière importante, solide, ces lois deviennent réalité. Ce ne sont pas uniquement des lois de protection du travail, par exemple la durée du travail, les lois de retraite, des éléments qu'on pourrait assimiler à la sécurité sociale, etc., qui vont effectivement devenir réalité et qui ont fait effectivement pendant très longtemps. Alors, il faut dire aussi qu'à cette époque, l'Uruguay est un pays très riche. C'est un pays très riche, il y a beaucoup d'argent, et donc ces migrants qui arrivent s'intègrent, et ils s'intègrent très rapidement par la propriété du logement, par l'accès à un travail légal, à des lois de protection, etc. Et ce sont ces premières présidences de l'Uruguay qui vont lui donner l'ossature qu'il a aujourd'hui et qui reste avec des hauts et des bas et pas sans accident, disons, mais qui lui donne une configuration politique et sociale qu'il garde toujours. Je reprends ce que tu disais, en termes de lois concrètement, on a en 1909 la stabilisation de l'assistance publique, les droits au divorce, en 1913 les divorces consentis pour la femme, et une loi de sécularisation assez curieuse, que c'est la sécularisation des jours fériés. Donc Noël ne s'appelle pas Noël, ça s'appelle les jours de la famille, ou les jours de la Vierge, les 8 décembre s'appellent les jours de la plage. Voilà, c'est des petites curiosités de cette vague de sécularisation. Et juste ce que je voulais dire par rapport à ce progressisme exceptionnel avec un point d'interrogation, c'est qu'il y a cette loi institutionnelle d'un État, je cite ici les grands penseurs latino-américains Arturo Ardao, qui parle de la rationalisation et du libéralisme anticlérical de l'État uruguayen, mais aussi ce qui se passe en dehors de cette dimension institutionnelle, c'est-à-dire on a cet Uruguay des années des 1900, comme on dit, où il y a une série d'utopies en fait qui émergent et que je pense qui vont aussi être un peu les soustrats de ce progressisme qu'on verra peut-être après. C'est l'utopie révolutionnaire, bien évidemment, avec la création des cercles socialistes, anarchistes, en dehors de l'État. Après, vont bien évidemment devenir des partis où ils vont émerger des très liés au mouvement migratoire, évidemment, l'émergence du socialisme et de l'anarchisme, bien sûr. Et italien, donc utopie révolutionnaire, l'utopie aussi est universitaire, après Cordoba, etc. Mais cette université publique et autogouvernée qui va avoir bien évidemment c'est-à-dire un résultat dans la loi du 59, la loi organique dont l'université va être auto-gouvernée. Aussi l'utopie féministe, en fait, avec Paulina Luisi, entre autres référentes du monde des femmes en Uruguay, dans l'aboutissement et bien évidemment les suffrages universels pour la femme aussi. Et donc, et aussi l'utopie littéraire, Valentina elle est plus spécialiste que moi en ça, mais l'émergence aussi d'énormément des circuits littéraires, des poètes, que ce n'est pas des salons bourgeois parisiens du début du 19e, c'est vraiment des cercles assez alternatifs et indépendants, des circulations des idées, et aussi des créations d'une sorte d'esthétique littéraire qui peut-être là il y a quelque chose d'uruguayen dans cette production.